Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Qui décide vraiment dans nos villes? Les élus ou les citoyens? Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. La participation citoyenne est plus présente que jamais, mais est-elle vraiment efficace? Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Francis Charbonneau-Majot, un universitaire qui s'intéresse à ce sujet et qui est allé sur le terrain à la rencontre d'élus de la région. Restez avec nous, car ça commence maintenant. Bien, bonjour Francis. Bonsoir Gilles. Bienvenue à Vue d'ici. Merci. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ce soir, du fait que je suis un ancien étudiant en sciences politiques. Je me suis beaucoup intéressé aux affaires municipales du temps que j'étais au Journal de la Revue comme journaliste, puis après ça comme éditeur. Et le phénomène de la consultation, c'est un sujet qui mérite notre attention. Donc, on va aujourd'hui y consacrer pas moins de 30 minutes ensemble. Tu as fait le tour des villes, plusieurs villes de la région, puis on va faire un tour d'horizon de ce que tu as pu remarquer et découvrir sur le terrain. En premier lieu, Francis, peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la participation citoyenne? Oui, bien, je suis moi-même un citoyen engagé dans ma ville où j'habite, à Repentigny. Puis, j'ai étudié aussi en sciences politiques comme toi. Ensuite, j'ai étudié à l'École nationale d'administration publique. Donc, je m'intéresse aux pratiques municipales. Justement, la façon dont les décisions se prennent, puis la façon dont, justement, les villes sont là pour leurs citoyens. Donc, je me demandais comment est-ce que les villes incluent les citoyens dans leur participation. Ça m'a donné le goût d'aller explorer un peu dans la Naudière, dans notre région, les pratiques qui étaient en place, justement. Et donc, toi, tu es en maîtrise dans ce domaine-là ou c'est un sujet d'étude qui t'intéresse tout simplement? Bien, c'est un sujet qui m'intéressait personnellement, mais aussi j'entreprends des études de troisième cycle à l'Université de Sherbrooke. C'est pas un doctorat, c'est un micro-programme de troisième cycle, mais justement sur les pratiques d'affaires. Puis, bien, c'est une pratique d'affaires d'inclure les citoyens. Oui, effectivement. OK. Donc, c'est complémentaire un peu à ce qui t'intéresse. Exact. Comment c'est un enjeu clé en ce moment dans les municipalités, la participation citoyenne? Bien, je pense que ça l'est de plus en plus. Ça l'a toujours été, mais je pense que ça l'est de plus en plus. On sait, notamment dans la communauté métropolitaine de Montréal, on doit protéger 30 justement de notre territoire. Puis là, on a des besoins aussi, on vit une crise du logement. Donc, il y a un peu ces deux éléments-là qui sont en contradiction. Donc, ça amène des frictions dans les villes. Fait que je pense que c'est plus important que jamais de tenir compte de la volonté citoyenne, mais aussi pour... les villes sont là avant tout pour leurs citoyens. Un OBNL est là pour ses membres, une compagnie est là pour ses actionnaires, bien, une ville est là pour ses citoyens. Donc, c'est important que la ville, justement, fasse des actions qui sont en congruence avec l'intérêt des gens, là. Prendre exact. Le pouls là, des gens là, dans leur communauté. Exact. Donc, tu es allé sur le terrain, dans la Naudière. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus des villes quand ils consultent? C'était quoi la première réaction que tu as eue par rapport à ça? Ce que j'ai eu comme réaction, puis c'était justement orienté avec l'objectif de ma recherche un petit peu terrain. Je me disais, on en parle toujours dans les médias de la participation citoyenne. À Montréal, il y a des tables de quartier, à Québec, à Laval, dans les grandes villes. Mais je me suis dit, dans la Naudière, on a des communautés de toutes les grandeurs, des villages de quelques centaines de personnes, comme une ville comme Terrebonne, 126 000 habitants. Ce qui m'a marqué, justement, c'est que dans toutes les tailles de villes que j'ai visitées jusqu'à présent, c'est que la participation citoyenne est là et fait partie de la prise de décision des villes de différentes façons. Elle s'exprime vraiment de façon variée. Selon la taille, selon les intérêts, selon les élus qui sont là. Exact. La dynamique des villes en tant que telle. Exact. Donc, on va tomber dans le vif du sujet. Oui. Donc, on va faire la tournée de 4 municipalités. On va parler de Joliette, de Rawdon, de Saint-Lin-Laurentide et de Terrebonne. Donc, on va s'attaquer avec ce que Joliette prétend comme la capitale régionale. Donc, Joliette, la capitale régionale de la Naudière. Donc, tu as rencontré, donc... le maire, donc M. Pierre-Luc Belrose, qui est en poste depuis 2021 et qui a été réélu en 2025. Tout récemment. Oui. Eux consultent les citoyens par rapport à sa politique de développement social. Oui. Comment ça se traduit, tout ça? Donc, j'ai rencontré M. le maire au début du mois de février. Rendu en mai, la première consultation est terminée. Mais c'était un sondage qui était en ligne, qui était accessible pour les citoyens. Parce que, comme vous l'avez mentionné, Joliette, c'est un peu la capitale régionale. Il y a des institutions, le palais de justice,
il y a un hôpital. Donc, c'est une communauté, comme me présentait M. le maire, qui offre des services aux villes voisines. C'est une grande MRC, quand même 71 000 personnes, la MRC de Joliette. Donc, ils offrent des services un peu aux communautés. Au reste de la communauté voisine, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Paul et tout ça. Là. Et au nord de la Naudière aussi, qui est très vaste. Donc, la politique de développement social, justement, aussi, monsieur le maire me présentait la ville comme étant un petit peu le Japon du Québec, dans le sens que c'est une communauté qui est vieillissante. Ah, OK. Oui, Joliette, dans le fond, est une communauté quand même vieillissante. Comme le Japon est le pays, justement, le plus vieillissant dans le monde. Oui, on l'a... Oui, c'est le parallèle. Oui, je comprends très bien. C'est ça. Donc, la politique de développement social, ça vise, dans le fond, c'est une politique qui vise, justement, à s'assurer que la ville, les actions prises par la ville vont être orientées avec les besoins de la population qui sont évolutifs. Donc, Joliette, il y a 30 ans, n'était peut-être pas nécessairement une ville vieillissante. Dans cette réalité-là. Mais maintenant, ça a évolué. Et ça va évoluer encore plus avec le vieillissement de la population. Là. Donc, c'est encore plus accéléré là, pour eux. Exact. Donc, pour qu'une ville reste toujours, justement, alignée sur les besoins de la population, bien, la consultation était importante. Puis comment ça s'est mené? Là, tu parlais donc d'une consultation en ligne. Ça s'amenait à quoi là, au niveau du processus? Donc, au niveau du processus, bien, les intrants, les réponses fournies par les citoyens vont orienter la politique. Il y aura possiblement d'autres démarches où on n'a pas discuté des autres étapes parce que ce qui était d'actualité à ce moment-là, c'était... C'était la collecte de données, dans le fond. Là. Exact, la première collecte de données, oui. Puis ça s'était déjà fait à Joliette, de cette façon-là, sur le développement social? Est-ce que tu es au courant de ça? Ça s'était fait récemment sur la politique de développement culturel, justement. OK. Donc, ça a été fait, justement, dans les Le premier mandat, années. J'imagine, de M. Belrose, probablement? Oui, je pense que oui. Parce qu'il était en novembre. Là, en effet. Ça doit être tout ça. OK. Oui. Et est-ce que ce type de consultation-là permet réellement d'influencer les décisions de la municipalité, penses-tu? Bien, de mon avis, oui. Parce que, en fait, les municipalités, pour prendre des décisions, ça ne s'applique pas seulement à Joliette, ça s'applique à toutes les municipalités. C'est pas seulement des élus qui sont dans leur bureau et discutent entre eux pour décider. Donc, les citoyens leur communiquent via un sondage, notamment, ou une consultation, leurs priorités, puis à partir de ça, la ville peut travailler. Donc, ils prennent les intrants, puis ensuite, ils mettent en place des politiques. Pour être capable de développer leurs choses. Exactement. Puis M. le maire me mentionnait justement qu'il y a toutes les possibilités qu'il y a de participer à la ville de Joliette, notamment, ou dans les autres municipalités. Puis je pense que ça a un impact sur la prise de décision. On va passer à Rawdon. Donc, un célèbre membre, le maire de Rawdon est bien connu. Oui. Donc, les citoyens sont impliqués dans une planification stratégique. C'est un thème qu'on entend beaucoup parler en économie, puis plus au niveau des organismes communautaires. Mais au niveau des villes, c'est pas un terme qu'on utilise souvent. Donc, Rawdon est rendu là. Oui. Qu'est-ce que ça change par rapport à l'approche traditionnelle? Puis qui tu as rencontré, là, puisqu'on en parle? Oui, j'ai rencontré M. Raymond Rougeau, son maire, donc qui est conseiller municipal depuis 2002, puis qui est maire depuis 2021, donc il en est à son deuxième mandat de maire. Puis j'ai eu la chance de rencontrer M. Rougeau, qui a fait carrière en lutte professionnelle. Comme son oui, père. Tout à fait. Donc c'était un petit fait cocasse. Oui, c'est ça. Donc M. Rougeau, c'est ça. Donc c'est une consultation, c'est une planification stratégique que la ville a faite. Une planification stratégique, si je peux simplement l'expliquer rapidement, c'est quand une organisation, une ville, un OBNL ou une entreprise se dit, bon, bien, où est-ce qu'on veut être dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est une façon de se projeter pour ensuite planifier des actions, des projets qui vont nous permettre d'arriver là. Donc, la Ville, ce qu'elle a fait de particulier dans cette planification stratégique-là, c'était en 2016. Ils se sont dit en 2030, où est-ce qu'on veut être, justement, avec Rawdon. Donc, ils ont inclus leurs citoyens. Puis, un des panels, justement, au sein desquels les citoyens ont pu être impliqués, se nommait « Osons rêver ». Donc, rêver le Rawdon de demain. Donc, on le sait, on a des municipalités qui ont des budgets limités, qui ont des contraintes, mais qui doivent aussi répondre aux besoins de leur population. Donc, en fait, c'était un peu de dire aux gens, bon, on imagine là, qu'il n'y a pas de plafond. Là. On peut y aller. C'est ce qu'on appelle rêver, là. Oui, osons rêver. Bien, c'était ça le nom, justement, Raymond Rawdon. Où est-ce qu'on se voit dans 15 ans? Puis, cette planification stratégique-là a donné naissance au quartier du citoyen qui est en train de se bâtir en ce moment. Là, il y a déjà un skatepark qui a été bâti, donc un parc de planche à roulettes. Oui, je comprends, oui. Puis ensuite, il y a une bibliothèque qui se bâtit, parce que jusqu'à présent, la bibliothèque était dans le sous-sol de l'hôtel de ville, ce qui n'est pas toujours optimal, incluant pour l'accessibilité. Puis il y aura d'autres bâtiments, d'autres éléments qui vont s'ajouter. Donc, dans ce cas-là, ça a été une co-construction, là. Ça a été quelque chose intégrer les réflexions des citoyens dans la réflexion de l'administration municipale. Tout à fait. C'est vraiment les citoyens qui ont dit, voici qu'est-ce qu'on veut dans notre ville. C'est un bel exemple de succès dans ce cadre-là, hein, quand même. Un bel exemple de réussite, là. Oui, oui, tout à fait. On va accélérer parce qu'on a quand même peu de temps pour le premier bloc. Saint-Lin-Laurentide, donc elle, la mairesse, son nom est? Madame Isabelle Auger. C'est ça, qui vient tout justement d'être élue. Elle tient des cafés-rencontres.
Oui, exactement. Donc, un café-rencontre, c'est un moment informel où ils tiennent dans différents restaurants de la ville une fois par mois ou différents lieux dans la ville. Puis, ça permet justement de rencontrer, c'est la fin de semaine, donc de 10h jusqu'à 11h30, puis ça tire jusqu'à midi. Parfois, ça permet aux citoyens d'aller à la rencontre de la mairesse, de poser des questions. Parce qu'on le sait, c'est pas tous les citoyens qui sont à l'aise d'aller dans un conseil municipal. Des fois, il peut y avoir 100 personnes, des fois 20, des fois, il peut en avoir moins. Ça dépend. S'il y a des choses qui mécontentent les citoyens, souvent. Oui, aussi. Ouais, ça peut être ça. Ouais. C'est ça, mais ça nécessite d'aller prendre la parole au micro. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller poser ces questions-là dans ce contexte-là au maire, puis on sait c'est formel. Donc, ça permet justement un volet plus informel. Il y a une qualité de conversation qui est différente là, à ce moment-là. Aussi, parce que parfois, le temps est limité dans d'autres circonstances. Est-ce que c'est un modèle qui d'après ce que tu as observé, te semble intéressant dans ce cas-là? Est-ce que ça a fonctionné, d'après toi? Bien, ça semble fonctionner. Ce que la mairesse me mentionnait, c'est que c'était apprécié par les citoyens. Puis on le voit, j'ai fait quelques recherches aussi. Puis M. Nadeau, à l'Assomption, donc lui aussi tient des cafés-rencontres avec les citoyens. Okay. J'ai lu aussi qu'à la Valtrie, M. Goulet tient également des cafés citoyens depuis février. Puis à Saint-Jérôme, on a le maire Barbeau. Donc, tu sais, on voit que ça fait des petits, ces idées-là, dans d'autres villes. Je pense même Mascouche le fait, je pense. Okay. Des rencontres. Les députés aussi en font assez régulièrement. On voit ça beaucoup. Luc Thériault, ici, entre autres, là, fait ce genre de consultation. Pour Saint-Nain, je pense que c'est une première. Je n'ai pas ça en mémoire, mais je pense que c'est pas fréquent. Dans notre dernier 3 minutes, là, on va s'attaquer à Terrebonne, là, parce que c'est la ville la plus populeuse de la région, puis un méga projet quand même qui est à l'étude, là, qui est en train de se concrétiser. Donc, le parc du Boisé. Là. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus des consultations qui sont menées là-bas? Oui, donc j'ai rencontré Mme Valérie Moka, qui est Vicky Moka, pardonnez-moi, qui est conseillère du district 1, puis Mme Valérie Doyon, qui est présidente du conseil municipal et aussi conseillère du district 6. Donc j'ai eu la chance de discuter avec elle. Puis elles m'ont mentionné, justement, ils m'ont parlé de Mme Doyon. Mme Doyon. Oui, c'est ça. Puis Mme Moka va suivre. Oui, tout à fait. Puis, on a pu discuter parce qu'il y a plusieurs initiatives en ce moment dans la ville de Terrebonne, justement dans le but de co-construire des décisions avec les citoyens. C'est le mot qu'elles ont utilisé, vraiment co-construire les décisions pour s'assurer que les projets de la ville sont bien alignés avec les besoins de la communauté. Puis il y a un enjeu majeur de consultation dans le parc, puisque c'est ça, les citoyens se sont mobilisés pour que cet espace vert-là demeure un parc, parce que c'est un terrain de golf qui devient un parc. Là. Donc, il y a des consultations qui sont menées sur la mission future de ce parc-là. Exactement. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des fonds qui proviennent de la communauté métropolitaine de Montréal via la trame verte et bleue. Oui, c'est ça. Donc, justement, il m'en parlait que ce serait un parc quasi régional, parce qu'il y a des fonds, justement, de la CMM. Puis, elle me disait que là, les consultations, justement, à ce moment-là, je pense qu'elles n'étaient pas commencées, mais là, en ce moment... Oui, ils sont en train de se faire. Là, exactement. Justement. Donc, les citoyens peuvent donner leur avis, justement, puis cette consultation-ci, les suivantes vont permettre d'orienter, justement, ce qui va être fait de ce parc-là. Justement, concrètement, si, comme citoyen, vous désirez avoir des sentiers de marche, bien, c'est une belle occasion pour aller le mentionner. Ou... Quel type d'espace vert ils attendent de ça? Exact. Puis il y a vraiment des chiens de garde, là, on va le dire, là, parce que pour avoir suivi ce dossier-là depuis très, très longtemps, et d'avoir assisté à la conférence de presse, il y avait beaucoup de citoyens à la conférence de presse pour annoncer que la ville achetait le parc grâce au programme gouvernemental que tu évoquais tantôt. Là. Donc, c'est vraiment très mobilisateur là, pour ces citoyens-là de voir qu'on les consulte. Bien, je sens que oui, parce que c'est vraiment... Ça, c'est un exemple vraiment encore concret de co-construction, justement, entre la ville et les citoyens. Parfait. Bien, écoute, merci beaucoup, Francis. Donc, la première partie se termine comme ça. Donc, avant la pause, donc, c'est ça. On vient de voir donc différentes façons dont les villes tentent de s'impliquer, d'impliquer leurs citoyens. Après la pause, on va voir comment, concrètement, on peut s'impliquer et surtout pourquoi ce n'est pas toujours si simple. À tout de suite. Donc, on a vu comment les villes tentent d'impliquer leurs citoyens, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? On poursuit donc la discussion avec Francis Charbonneau-Majot. Donc, merci, Francis, de ton implication dans l'émission puis de nous évoquer tes réflexions sur la consultation citoyenne et la participation citoyenne. Pour un citoyen qui nous écoute, citoyen qui est chez lui là, en ce moment, c'est quoi les principales portes d'entrée pour s'impliquer aujourd'hui?
Donc, bien, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer. Puis, ça dépend d'une ville à l'autre, les façons sont différentes. Mais en premier lieu, il y a le conseil municipal. Donc, si vous avez des questions sur votre municipalité, il y a des enjeux qui vous intéressent ou des problématiques que vous identifiez, bien, le conseil municipal, tous les conseils municipaux ont une période de questions à laquelle vous pouvez assister et justement poser vos questions aux élus, amener des problématiques ou amener des suggestions. Puis, c'est une bonne façon, justement, d'entrer en contact avec les élus. Mais c'est une façon un petit peu plus formelle, on s'entend, parce qu'il faut... On est loin des cafés-rencontres, là. C'est ça, on est loin des cafés-rencontres, parce que c'est formel, il y a un décorum, il y a une structure, il y a des gens maintenant aussi, dans plusieurs villes, comme à Terrebonne notamment, les rencontres du conseil municipal sont enregistrées, sont même web-diffusées. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui est à l'aise de ça. Donc, il y a des cafés-rencontres dans certaines villes comme Saint-Laurentide, je le mentionnais, à l'Assomption. Il y a des comités aussi dans les villes sur lesquels vous pouvez... Siéger? Oui, siéger. Donc, il y a des comités qui sont permanents, il y a des comités qui sont occasionnels pour des besoins spécifiques. Par exemple, toutes les villes ont un CCU, donc le comité consultatif en urbanisme. Ça, c'est une obligation légale que les villes doivent avoir. Donc, c'est là où les projets immobiliers, du moins certains projets immobiliers, sont vus justement par des élus, des citoyens. Puis, c'est à ce moment-là où le comité peut donner, par exemple, des avis. Puis favorable ou défavorable à certains projets selon les normes qui sont appliquées par la municipalité. Tout à fait. Puis ça permet d'améliorer les projets ou pas, de faire une recommandation au conseil municipal. Ça reste quand même un club fermé, là. C'est souvent des gens qui sont nommés par l'administration en place, là, mais ça reste qu'il y a quand même une possibilité d'être consulté, là. Oui, tout à fait. Mais il y a un moyen des représentants citoyens là-dessus. C'est ça. Donc, vous pouvez, habituellement, il y a pas un affichage, vous pouvez écrire pour vous impliquer. Sinon, il y a d'autres comités. Par exemple, à la ville de Saint-Laurentide, il y a un comité MADAF Famille, donc un comité municipalité Amis des aînés et familles. Oui, merci. Donc, municipalité Amis des aînés. Oui, sur lequel les citoyens peuvent s'impliquer. Donc, il y a des élus, il y a des employés municipaux, il y a des citoyens. Puis, ils travaillent à mettre en œuvre justement une politique qui va orienter justement les actions de la ville par rapport aux familles et aux aînés. Donc, c'est une rétroaction qui permet justement d'orienter les actions de la ville. À Terrebonne, il y a plusieurs comités, dont le comité du Vieux Terrebonne, parce qu'on sait que c'est un site qui est historique. Donc, évidemment, il y a les citoyens. Des enjeux de bruit, des enjeux d'achalandage touristique. Oui. De maintien du patrimoine aussi. Maintien du patrimoine, effectivement. C'est ça. Donc, les citoyens, ils veulent protéger justement le patrimoine. Donc, ils ont leur place. Puis souvent, si les villes ne s'ouvrent pas à cette réalité-là de consulter, c'est eux, les gens se mobilisent pour, à contrario, exactement. Des décisions municipales qui sont pas à leur goût, là. Exactement. Mais c'est un risque, en fait, pour les villes de ne pas tenir compte de la volonté. Tu ne consultes pas, tu risques d'être contesté. Bien, c'est risqué, parce que si on le fait pas, justement, bien, à un moment donné, les citoyens peuvent se mobiliser, justement, contre une décision X ou autre. Donc, c'est important pour les municipalités de rester connectés avec ceux pour qui ils travaillent, là. Est-ce que ces conseils municipaux-là, ça demeure quand même une opportunité quand même intéressante, là, pour les citoyens de venir s'exprimer? Bien, je pense que oui. Les élus ont été, durant mes rencontres, ce que les élus m'ont mentionné, c'est que c'est la bonne place. Il naît des idées de là. Oui, exact. C'est pas nécessairement la seule façon. Il y a beaucoup d'élus maintenant qui fonctionnent. Ça j'ai été bien étonné dans le bon sens, que maintenant, on peut écrire aux élus par les réseaux sociaux pour des suggestions ou autres. Il y en a qui mentionnaient que des fois, ils se sont rendus compte qu'au lieu de prendre 20 minutes faire leur épicerie, ça leur prend 1h30, mais ils sont bien contents là, de parler avec leurs concitoyens. Ils consultent informellement de plein de façons. Autrement. Oui. Les défis qui se posent aux administrations municipales par rapport, entre autres, aux avis publics. Bon, il y a beaucoup de discussions associées à ça, puis il y a plus d'obligations maintenant pour les villes de les publier. Comment tu vois ça, cette réalité-là par rapport aux avis publics? Oui, bien, un des défis, c'est que les avis publics, tu sais, les villes sont des créatures du gouvernement provincial, comme on l'apprend en administration publique, dans le sens qu'elles sont créées par le gouvernement provincial. Donc, ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire est cadré par la loi. Donc, c'est assez restreint. Donc, quand ils font des avis publics, souvent, ça va être un langage qui est très technique, très juridique, que monsieur, madame, tout le monde, on comprend pas. Très normé, là. Oui, très normé. Donc, c'est difficile. On peut le lire parfois, se dire « je comprends pas ce que je viens de lire ». Donc, par exemple, il y aura une consultation concernant la zone AK 407. Est-ce que c'est chez moi? Je ne sais pas. Donc, tu sais, il y a un enjeu, puis ça a été justement soulevé dans une de mes discussions. Est-ce qu'il y avait des questionnements? Est-ce qu'il y aurait moyen, justement, de rendre ça plus clair, justement, ajouter... Donc, les villes doivent se conformer. Donc, le volet très technique, légal doit être écrit. Est-ce qu'il y a moyen, justement, de mettre un paragraphe explicatif pour que, quand monsieur, madame, tout le monde
prennent le temps de lire ça, bien, ils se disent « Ah, OK, c'est ce que ça veut dire, ça me concerne alors. » Donc, ça peut augmenter justement les chances que les citoyens participent, je pense. C'est ça. Puis anciennement, dans les journaux, ils publiaient même les cartes. Donc, tu avais quand même une idée générale de l'endroit où pouvaient s'appliquer des différents règlements. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins visible, là. C'est noyé pour beaucoup de villes qui ne les publient plus dans les journaux locaux. C'est noyé sur une page du site Internet qui n'est pas nécessairement consultée, là. C'est ça, il faut aller sur le site web. Sinon, il y a des villes qui l'affichent, par exemple, au bureau de poste, à l'hôtel de ville. Mais il faut y aller, c'est ça. Donc, c'est une contrainte, justement, à la participation, de mon point de vue. Oui, c'est ça. À Mascouche, il y a eu beaucoup d'enjeux par rapport à l'aménagement d'une zone là, où il y allait avoir un Jean Coutu et un Super C. Puis donc, ça affectait une zone où il y avait des boisés. Donc là, ça a crié. Donc là, il y a quand même un processus de signature. On n'a pas évoqué dans ce qu'on s'est parlé avant, mais les citoyens peuvent s'opposer à certains projets, là. Oui. Par les règlements, signature de registre. Oui, les signatures de registre qui mènent à un référendum. Ça, c'est le cas notamment, à ma connaissance, des PPC-moi, les projets particuliers de construction. Donc, dans ce cas-là, oui, il peut y avoir des citoyens qui vont signer un registre, qui ouvrent un registre et par voie de référendum qui va être organisé par la Ville, peuvent faire rejeter un projet ou autre. Je pense qu'il y avait aussi, si ça représente plus que 25 d'un projet de règlement, que la municipalité, je ne sais pas si les règlements ont changé, mais anciennement, c'est si une ville prenait dans le fonds général plus que 25 elle devait appeler à la consultation. Okay. Donc, il y avait un processus. À Mascouche même, il y avait une blague qui disait que la journée, dans les années 80-90, disait que si un règlement faisait dépenser des sous au général, dès que ça frappait 25 il y avait 500 familles de Mascouche qui allaient signer le registre. Donc, la consultation citoyenne était moins avisée qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on évite de se rendre à cet exercice-là. Oui, au lieu de consulter. Des consultations, puis que ça dégénère sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est une autre réalité, là. Oui, tout à fait. La consultation menée par les réseaux sociaux, c'est moins constructif que de tenir des cafés-rencontres. Est-ce que la désinformation... Excuse-moi. Bloc commentaire, comme on dit. Est-ce que la désinformation joue quand même un rôle important dans tout ce cadre de consultation? Bien, ça a été abordé par, justement, les élus que ça peut être une problématique à l'échelle des villes. Ça n'a pas été abordé dans le cadre des consultations. Mais c'est parce qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui... tu sais, la désinformation ou la malinformation, des fois, ça ne part pas nécessairement d'une mauvaise intention. Parfois, les gens, justement, on en parlait, le langage technique, tu sais, si les citoyens, de mon avis, si les citoyens lisent quelque chose, ne comprennent pas bien, bien, c'est facile de mal interpréter, justement, et de partir, de dire à son voisin, « Hey, savais-tu que... » Mais ça ne part pas d'une mauvaise intention. Mais c'est pour ça que c'est important, quand on n'est pas certain, d'aller valider. Mais c'est important aussi pour les villes, je pense, de clarifier. De prévoir les coûts, là. Bien oui, de gérer en amont. C'est toujours plus facile de gérer avant coup qu'après. Donc... De voir venir les coups. Donc, ça évite la désinformation. Oui, tout à fait. Puis les répliques du maire, on voit ça, c'est assez incroyable quand même. Ils sont d'une patience... Personnellement, je trouve que c'est plus le même travail qu'ils avaient à vivre qu'un maire, il y a 20 ans, n'a pas le même vécu quotidien que ce qu'il vit aujourd'hui, d'avoir à répondre sur les réseaux sociaux et tout ça, là, parce que c'est ce que tu parles de consultation en ligne, c'est fou quand même. Là. Bien, même dans son salon, autrefois, j'imagine justement un élu, bien, quand il était dans la rue, il se faisait interpeller, mais dans son salon, au moins, il y avait peut-être le téléphone pouvait sonner, mais il n'y avait pas de Facebook ou c'est des répliques à ne plus finir. Là. Oui. Est-ce qu'on réussit dans ce processus de consultation à avoir des gens qui sont différents de ce qu'on est habitué? Est-ce que les visages changent? Ça, c'est un enjeu, justement, qui a été abordé, que parfois, si on fait toujours la même chose, bien, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Donc, l'enjeu, justement, de la représentativité des consultations est importante. Parce que sinon, ce sera toujours les mêmes groupes de personnes qui vont orienter la ville, mais c'est pas ça l'objectif. La ville est là pour tous les citoyens. Donc, justement, dans mes discussions, la ville de Terrebonne, les conseillères me mentionnaient durant notre rencontre que, par exemple, quand on consulte, bien, on va aller chercher les gens qui sont directement interpellés. Donc, par exemple, si on rénove un parc, bien, on va aller chercher les gens du voisinage immédiat. Bien entendu, il peut y avoir des gens de l'extérieur aussi, des autres quartiers qui viennent, mais on va commencer par aller là. Si on veut consulter les jeunes, est-ce qu'ils vont se déplacer au conseil municipal? Peut-être pas nécessairement. Donc, une fois, elles m'ont parlé d'un événement en particulier. Elles sont allées justement au parc de Planche à roulettes,
le skatepark. Elles ont commandé la pizza, puis elles ont dit aux jeunes, venez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. vous, de ça? Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est de mobiliser les gens, d'aller les chercher là où ils sont, d'aller au centre commercial dans la journée. Donc, tu sais, on a Même tous... si ça demande plus d'efforts, oui. Le résultat est beaucoup plus concluant. Ben oui, et rentable pour la ville. Mais tout à fait. On va chercher des vues différentes. On va chercher différentes catégories de la population. Puis c'est ça qui est important, parce que si on se fie seulement aux gens qui viennent au conseil municipal, bien, il faut aussi se fier aux gens qui... aller chercher la vie des gens, en fait. Pas attendre qu'elles viennent à nous. Puis, est-ce que les villes de la Naudière se différencient beaucoup des grandes villes par rapport à la consultation citoyenne? Bien, par rapport à ce que moi, je vois dans les médias, peut-être que les gens voient, admettons, à Montréal, bien, c'est une grande ville, une immense ville, mais avec un petit territoire par rapport à notre région de la Naudière qui est immense. Donc, bien, il y a des tables de quartier. Mais un quartier, ça pourrait être une ville à part entière. En termes de population, une ville de la Naudière et même plus. Donc, une ville qui est plus petite, par exemple, Charlemagne, est-ce qu'elle peut avoir des tables de quartier? Bien, peut-être pas. Ça ne s'applique pas à elle nécessairement. Je n'ai pas rencontré Charlemagne, mais c'est pour vous donner un exemple. C'est ça, le principe de la taille. Donc, c'est des façons différentes d'aller chercher les gens. Les gens sont répartis sur le territoire Rawdon. C'est quand même une grande ville. Saint-Lin-Laurentide aussi. Terrebonne. Un territoire de fou, là, quand même. Oui, qui est composé justement de La Plaine, qui est anciennement une municipalité autonome. La Chenay, exactement. Terrebonne-Ouest, qui est un petit peu à part, justement, collé sur les Laurentides. Donc, c'est vraiment une réalité complètement différente. Puis, je pense pas que nécessairement les cadres vont s'appliquer. Il n'y a pas un modèle qui peut s'appliquer à toutes les municipalités. On n'est pas dans le mur à mur, là. Non. On est dans des solutions adaptées, là. C'est Donc, ça. une petite ville va s'adapter aux moyens dont elle dispose et de la population qu'elle a à rejoindre, là, à ce moment-là. Exact, de sa réalité. Puis c'est la diversité qu'on a dans notre région. Donc, on continue à consulter. Donc, la Naudière est un bon exemple de mobilisation citoyenne. Donc, qu'on cherche à les exemples que tu as remarqués, ce sont des gens qui essaient de consulter les gens. Oui. Qu'est-ce qui manque pour améliorer le dialogue entre les citoyens puis les élus? Bien, là, c'est une opinion personnelle de mes constats. Mais parce que ça n'a pas nécessairement été abordé dans les discussions. Mais moi, ce que je pense, c'est que justement, parfois, ce qu'on a l'impression, c'est qu'il arrive... Justement, moi, je pense que ça vient de l'incompréhension. Il y a une méfiance entre citoyens élus, parfois peut-être de la défiance même, mais je pense que ça vient d'incompréhension. La ville, parfois, ne réfléchit... Peut-être qu'une ville, dans un cas, ne va pas réfléchir à consulter en amont. Certains citoyens vont porter des intentions à la ville qui ne sont pas réelles. C'est juste une incompréhension. Fait que moi, ce que j'appelle justement, j'appelle les citoyens et les élus à discuter, à dialoguer ensemble davantage pour justement mieux se comprendre. Mieux se comporter. Bien, je te remercie beaucoup de ta visite à notre émission. Ça a été très, très, très éclairant. J'espère que vous, à la maison, vous avez apprécié cette émission et je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vue d'ici.